Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la pénombre très tôt le matin pour faire une petite session. Comme vous pouvez sûrement le voir, il fait très froid. Il faut être givré pour sortir dans des conditions comme ça, mais on est en fin de saison. Le moindre petit créneau peut être le dernier de l'année, donc il faut en profiter au maximum. Puis si j'ai froid, je fais des pauses, les mains dans les poches. Je vais me réchauffer comme ça, repêcher et ainsi de suite. Mais avant que cette vidéo ne commence, je voudrais vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par kinglighting.fr. Pour la plupart, vous savez quel produit je vais vous parler, je l'ai sur la tête. C'est une lampe frontale. Certains ont vu cette vidéo, d'autres pas. Mais c'est un nouveau modèle avec quelques petites nouveautés. Je vais vous en parler tout de suite. Mais ce nouveau modèle reprend toutes les caractéristiques qui faisaient de l'ancien modèle un superbe modèle de lampe frontale. Le premier avantage, et de loin, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est qu'elle se plie dans tous les sens. Vous pouvez la mettre dans un tout petit sac à dos, dans une toute petite sacoche ou tout simplement dans votre poche. Elle rentre partout, flexible. Qui dit flexibilité dit aussi légèreté. Elle est toute légère, vraiment très légère. On ne la sent pas sur la tête. Donc vous avez bien compris, elle est ultra confortable. J'ai utilisé des frontales qui étaient bien plus haut de gamme que cette lampe frontale. Mais le problème, c'est qu'avec les batteries ou ne serait-ce que la lentille, parfois c'est un peu gros et à chaque mouvement on sent la frontale qui bascule un petit peu. Et avec celle-ci il n'y a pas du tout de problème. Son autre énorme avantage, je vais la mettre et vous montrer ça tout de suite sans vous aveugler. Son autre énorme avantage, comme je viens de vous le dire, je viens de mettre la lampe frontale, c'est son faisceau lumineux qui est vachement large. J'éclaire à plus de 200 degrés, ce qui permet de voir tout ce qu'il y a devant nous et pas juste un petit faisceau comme beaucoup de lampes frontales font. Un autre avantage qui est hyper pratique, c'est le sans contact. On peut allumer la lampe frontale et l'éteindre juste en passant la main juste devant, en activant le sans contact. C'est un gros plus dans les sessions calamar ou même bar de nuit. Quand on a les mains mouillées, on passe juste la main devant, elle s'allume. Je vais vous montrer ça tout de suite. On appuie là pour l'allumer, j'appuie ici pour activer le sans contact. Au moment où je passe la main, la lampe frontale s'allume et dès que je repasse la main, ça s'éteint. Et ainsi de suite, hop, on peut faire ça à l'infini. On passe la main, elle s'éteint, on passe la main, elle s'allume. Donc c'est un gros plus quand on est en situation de pêche. Hop, j'ai mon poisson, j'ai pas de poisson pour le moment, la lampe est éteinte, hop, ça y est, poisson, hop, et j'allume et j'éteins juste comme ça. Donc c'est vraiment très pratique. Dans ce nouveau modèle, il y a une nouveauté que j'attendais. Un grand merci à Kinglighting d'avoir été à l'écoute. Je me mets souvent en mode rouge la nuit pour refaire juste un petit nœud, c'est suffisant. Pour descendre quand on connaît le chemin et que c'est assez sécure, c'est suffisant aussi. On n'est pas vu des autres pêcheurs, vous me connaissez maintenant, je suis un peu un sauvage. Et puis parfois pour être plus discret au bord de l'eau, ça sert à rien d'allumer une trop forte lampe frontale. Un tout petit faisceau rouge, c'est largement suffisant. Pour l'actionner, c'est simple, on appuie une fois, on appuie deux fois et on appuie trois fois. Et là ça s'allume. Et juste ce faisceau rouge, c'est largement suffisant pour refaire un petit nœud, etc. C'est celui que j'utilise le plus en situation de pêche. En général, quand je descends, j'ai plus le faisceau blanc. Et quand je fais un petit nœud ou que juste je change de leurre, etc., j'allume le faisceau rouge. Ça permet aussi d'avoir une plus grande autonomie de la batterie. Donc pour les modes, c'est toujours pareil. Il y a 4 modes. Le bandeau très puissant, le bandeau moins puissant, la fameuse LED rouge et le faisceau qui est bien plus important. Si je le mets sur vous, hop, normalement ça va vous éblouir. On éteint ça tout de suite. Donc toujours 4 modes, mais le mode rouge qui fait son entrée et qui est très pratique. Et autre nouveauté, il y a un bandeau qui est réfléchissant au dos. Quand on pêche à deux, ceux qui pêchent de nuit peuvent le constater. Parfois, on a son copain qui est un peu loin, dans la pénombre, un coup de lampe frontale vers lui. Et savoir qu'il a le bandeau réfléchissant, on peut vite le voir dans la nuit noire. Donc c'est un gros plus. J'ai pêché pas mal de fois de nuit avec Claude. Et j'avais du mal à le voir parce qu'il n'avait pas de vêtements réfléchissants ni rien. Donc c'est un gros gage de sécurité si vous êtes deux copains à avoir la même lampe frontale forcément. Donc c'est un gros plus. Donc voilà les amis, on a fait le tour de la présentation de la lampe frontale. Il commence à pleuvoir un petit peu, ça va s'arrêter, il va repleuvoir, etc. Ou c'est limite de la neige fondue tellement qu'il fait froid. C'est une lampe frontale au rapport qualité-prix exceptionnel. J'aurais pu la présenter en début d'année et ne pas l'utiliser de toute l'année. C'est la lampe frontale que je me suis servi toute l'année, que ce soit sur mon kayak, que ce soit du bord. C'est vraiment celle qui est tout le temps dans mon sac, systématiquement, tout le temps. Je n'ai plus aucune autre frontale à part celle-ci. Et pour remercier la communauté, il y a un code promo et c'est un code d'affiliation. Pour être honnête, je touche une petite commission à chaque fois que vous mettrez le code LABARACABAR20 que je vous mets juste ici. Le site sera en description et dans le premier commentaire. Si vous l'achetez, tant mieux pour moi et tant mieux pour vous parce que c'est vraiment un super produit. En espérant que cette vidéo elle vous plaise, et je suis vraiment désolé pour tous ceux qui aiment pas ce genre de contenu. J'espère que vous avez passé rapidement et maintenant on va se retrouver pour la pêche. Allez, à tout de suite les amis pour les premières péripéties.
Donc voilà, le moment que beaucoup attendaient sur la chaîne. Quelques conseils pour pêcher le calamar depuis le bord. Étape 1, je le pêche d'octobre à fin janvier. On peut aussi en pêcher en février, en mars, en avril. Donc l'étape 1, vous l'avez bien compris, je le pêche quand l'automne est bien engagé, quand l'hiver est bien engagé également. Donc bien se couvrir. C'est un conseil un peu banal, mais c'est très important. Étape 2, prévoyez un sac. On le pêche en automne, on le pêche en hiver. C'est pas une espèce qui est menacée. C'est une espèce qui a une croissance très rapide, le calamar. Donc ça permet de se régaler. C'est très bon. C'est à mi-chemin entre la mer et la viande. C'est vraiment un délice quand c'est bien préparé. Vraiment succulent, un truc de malade. Donc de temps en temps, j'en remets à l'eau. De temps en temps, j'en garde. Mais c'est vraiment un grand régal. Donc prévoyez un petit sac si jamais vous avez envie d'en manger. Étape 3, comme beaucoup de pêche, ce qui va être primordial et très important, ça va être le choix du spot ou des spots. En général, les spots où vous pêchez des macros, quand il y a un léger courant, vous savez, une petite veine de courant que vous voyez même depuis le haut de la falaise ou même depuis le ras de l'eau, en général ce sont des corridors, si je peux appeler ça comme ça. Les corridors sur la terre, c'est des chemins que les animaux empruntent. Et les petites veines de courant, j'ai l'impression que les calamars s'en servent beaucoup pour se déplacer. Donc vous aurez beaucoup de chance de les trouver dans ces corridors, dans cette petite veine de courant. Pas hyper puissante, il faut que ça soit modéré. Ce qui va être important également, c'est le type de fond. Parfois on va les trouver sur les milieux rocailleux, parfois sur les milieux complètement sableux, ça m'est déjà arrivé également. Mais là où j'ai le plus de chances d'en faire, là où j'en fais le plus, c'est lorsqu'il y a une alternance entre rochers, algues et sable. Forcément, comme beaucoup de prédateurs, c'est des milieux où la biodiversité se développe un maximum car il y a pas mal de biotopes différents. Donc on a toute la chaîne alimentaire sur ces milieux-là. Donc le calamar sait qu'il va pouvoir s'y nourrir. C'est des endroits très importants à pêcher. Mais sachez que le calamar est un grand prédateur. Ça m'arrive d'en faire au fond des criques, comme si je faisais des bars. Sauf que ce sont des calamars qui sont en chasse au fond des criques. Ça m'est déjà arrivé régulièrement. Dans peu d'eau, dans des fonds de criques où il y a 2 mètres, 3 mètres d'eau. Ça m'arrive même de voir les calamars à la surface chasser. Donc parfois des spots, on pense improbables pour le calamar, des fonds de criques, etc. Ça peut complètement le faire et ça m'arrive régulièrement d'aller pêcher le calamar sur ces zones-là. Même si bien évidemment, la petite veine de courant avec le biotope que je vous ai dit précédemment, ça sera quand même un peu plus riche et surtout vous aurez plus de chances de croiser du calamar de passage. Donc évitez l'abredeux et de vous rentrer au moins 5-6 calamars dans votre session. Donc une fois qu'on a ciblé le spot, ce qui va être important, c'est de s'équiper en pêche. Ce que je vous conseille, il y a des cannes qui sont vraiment dédiées pour le calamar. Moi j'utilise les cannes que j'utilise pour le bar. Je vous conseille vraiment de prendre quand même la canne la plus souple que vous avez dans votre arsenal. Parce que la souplesse de votre canne va vous permettre de limiter les décrocs. Donc c'est toujours un peu frustrant de décrocher des calamars. Mais c'est important d'avoir une canne qui est quand même relativement souple. Si vous avez le budget, vous investissez dans une canne complètement dédiée au calamar. Moi j'utilise les cannes à bar. Et en général j'utilise celle qui est plus souple. Maintenant vous avez déjà votre spot type. Vous avez votre canne, votre combo. Maintenant on va passer à la phase d'animation. Vous allez voir, il y a 3 animations que je fais principalement. La première c'est la plus pépère, mais elle est vraiment très pratique parce qu'elle va peigner toute la couche d'eau et sans rien faire quasiment. Bon, quand il fait froid, comme je vous l'ai dit, il faut être bien couvert. Donc le truc c'est de lancer le plus loin possible. Voilà. Et moi je lui donne le nom le pendulier, vous allez comprendre pourquoi. Je ferme le pick-up, je prends juste tension avec la turlute et en fait je la laisse descendre. Donc elle va prendre contact dans l'eau et puis elle va descendre jusqu'à quasiment le fond. Je vais juste mouliner, elle va remonter et je vais refaire une pause à nouveau. Et comme ça me permet tout doucement de peigner toute la colonne d'eau. Et en général, s'ils sont dans les parages, j'arrive à les trouver comme ça assez rapidement au début de session. C'est l'animation que je fais au début pour prospecter assez rapidement. Et après vous allez voir ce que je fais. Donc vous voyez, là je descends, je mouline un peu, comme ça elle remonte, et je relaisse descendre. Et vu que je suis sur le bord, elle va pas descendre droite, elle va descendre vers moi. C'est pour ça que j'appelle pendulier un peu quoi. Ça doit avoir un nom, hein, mais je sais pas quel nom. Et est-ce que c'est important? L'essentiel c'est que ça soit efficace et que ça marche. C'est le principal. Le nom... c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et après, une fois que je suis trop proche du bord,
où je sens que je sais que je peux perdre la turlute, bah là je mouline tranquillement sans aller très vite parce qu'on peut avoir une attaque comme ça aussi en ramenant la turlute. Donc ça c'est pour la première animation, le pendulier, ça me permet de voir rapidement, travailler toute la colonne d'eau. Deuxième animation, c'est quand ça commence à être un peu tatillon, quand c'est un peu dur de les trouver. Hop. L'avantage de cette turlute là c'est qu'elle est bruteuse. Bon, je ne sais pas si c'est bruteur juste pour moi et c'est moi qui fait que j'ai mordu à la turlute plutôt que les calamars, mais moi je me dis que c'est peut-être un petit plus, enfin, j'en sais rien vraiment. Et là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de, vous allez voir, en général là quand c'est comme ça, quand je sens que j'ai pas de touche etc, je vais essayer de pêcher plus rapidement mais tout en faisant des longues pauses. Donc je vais faire ça en fait, je vais faire 1, 2, 3, hop, et là je fais une longue pause. Je fais une longue pause, 1, 2, 3, et en moulinant en même temps, là, je vais faire sur le côté, 1, 2, 3, comme ça elle monte très vite, on essaye d'imiter une crevette, donc ça permet d'exciter un peu le calamar, et après une longue pause, j'ai l'impression que ça marche quand il se décide pas quoi. Hop, une longue pause, c'est reparti, 1, 2, 3, 4, 5, hop, là la turlute elle part dans tous les sens. Une longue pause et ainsi de suite. Et la dernière animation c'est quand vraiment je sais que je suis sur le bon spot et que j'ai vraiment envie de faire au moins un calamar et je me dis même ceux qui sont actifs entre deux eaux tout ça je les veux pas, je vais vraiment me focaliser sur le moindre calamar qui va pouvoir passer. Et en général quand je fais ça je touche de la margate aussi. Pareil, je lance toujours le plus loin possible. De toute façon, plus on peut battre de terrain, mieux c'est. Surtout que là, c'est encombré là, sur les premiers mètres, sur les 10-15 premiers mètres. Là, je vais prendre contact avec le fond. Quand vous ne connaissez pas votre spot, l'idéal, c'est de compter la première descente. Et dès que votre bannière s'est détendue, si vous êtes arrivé à 16 secondes ou à 12 secondes, vous savez qu'à 12 secondes, vous êtes sur le fond. Donc l'idéal, c'est qu'après, vous allez compter jusqu'à 11 secondes pour éviter de prendre contact avec le fond et éviter de la perdre si vous avez un spot qui est encombré. Voilà, hop, là je sais que je suis au fond. Et là ce que je fais c'est... Et là je laisse planer. Et là je laisse planer. Et là je laisse planer. Donc le truc c'est de faire des tout petits bonds juste au-dessus du fond. Mais de vraiment de pêcher les profondeurs là. Quand je fais ça c'est vraiment pour laisser ma turlute au maximum au fond. Même mes animations, je veux pas que ça se décolle très, très loin. J'ai vraiment envie de croiser un calamar feignant ou margate. Enfin, j'ai vraiment envie d'avoir de la touche. C'est le dernier, c'est la dernière solution, mais faut que je gratte, que je prenne des risques. Et après, quand on connaît bien son spot, les risques sont limités. Donc voilà pour les 3 animations principales que je fais pour pêcher le calamar depuis le bord, tout en évitant de perdre un maximum de turlute et tout en faisant un maximum de calamar. Qu'est-ce qu'il va falloir? Des turlutes. Les turlutes, ce sont des imitations de crevettes et avec des paniers au bout. La marque que j'utilise depuis de nombreuses années, je ne suis pas en partenariat avec eux. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et vous voulez qu'on soit en partenariat, c'est avec plaisir. Ces turlutes là, je les achète. Elles coûtent assez cher, c'est 20 € pièce. Mais comme vous pouvez le voir, cette turlute a pris mais un paquet de calamars. Pour pas citer d'autres marques, j'ai déjà utilisé des turlutes haut de gamme d'une autre marque. Au bout de 7-8 calamars, on a le revêtement qui s'enlève déjà. C'est du tissu le revêtement. Alors que sur les turlutes Yamashita, le revêtement tient vraiment très longtemps. Et une fois que vous connaissez bien vos spots, on perd rarement la turlute. Quand vous allez choisir vos turlutes, il y a un critère qui est important, vous allez voir, c'est marqué 3,5, 2,5. Qu'est-ce que ça signifie? Là, j'ai une turlute, c'est la taille que j'utilise tout le temps. Toute l'année, toute la période où je pêche le calamar, c'est cette taille de turlute que j'utilise. 3,5, ça veut dire que votre turlute, pour descendre d'1 mètre, elle va mettre 3,5 secondes. Comme vous le savez et comme vous le voyez derrière moi, je pêche dans des milieux en falaise. Donc j'aime bien pêcher dans ces types de spots où je crapahute. Mais le problème, c'est que c'est vite profond. Donc pêcher avec une turlute comme ça, dans 15, 20 mètres, 25 mètres du bord,
Pour descendre, je vous laisse de faire le calcul. S'il y a un léger vent, je suis pas prêt de pêcher des calamars. Donc pour remédier à ça, je mets quelque chose. On pourrait mettre autre chose, mais moi je mets des casques. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour les casques, Yamashita fait directement des casques adaptés à leur turlute. Donc l'endroit qui est ici, on met un élastique qui est fourni avec évidemment et qu'on vient caler derrière la petite plombée de la turlute. Et l'endroit qui est dégagé, on met tout simplement notre agrafe. Mais il y a des alternatives parce qu'en Yamashita, j'ai que du 20 grammes et je m'adapte selon les spots. Donc ça, je ne connais pas la marque. Je les prends chez ma détaillante, Mireille, côté pêche. Et pareil, ils sont adaptés aux turlutes Yamashita. Donc ça s'emboîte parfaitement bien. J'ai du 15 grammes, j'ai du 10 grammes et j'ai même du 5 grammes. Et peu importe le poids, le casque est adapté à la turlute. Certains diront encore des frais, encore des frais. Je l'avoue, c'est pas donné la pêche, surtout comment moi je la pratique. J'aime bien le haut de gamme, j'aime bien que tout soit carré, que tout soit propre, etc. Ce que vous pouvez faire, vous prenez des petits plombs à insert rapide, vous mettez le plomb à l'avant, vous tournez et ça vous permet d'avoir une plombée toute naturelle. Ça descend pas aussi bien, ça se lance pas aussi bien qu'avec un casque, mais s'il y a du calamar sur la zone, vous allez réussir à en faire comme ça. Donc juste avec un petit plombé, un petit plomb avec un attache rapide directement sur le plomb. Donc ça marche aussi, je l'ai testé, je l'ai fait, parce que je l'ai testé sur d'autres turlutes et ça fonctionne bien. Pour les coloris des turlutes, j'utilise à 70% du temps celle-ci, ce modèle-là, la rose. Ça marche très fort, très bien, vraiment. C'est vraiment mon passe-partout. Quand l'eau est vraiment très claire et que le ciel est un peu plus lumineux qu'à la normale, j'utilise aussi un coloris bleu qui m'aide parfois à rentrer quelques calamars quand le rose n'en prend pas. Et quand je pêche dans des très faibles luminosités, comme ce matin très tôt ou comme très tard le soir quand la nuit tombe, je pêche avec un coloris complètement phospho que j'éclaire un maximum à la frontale avant. Donc on est bien couvert, on a notre sac pour faire du calamar, vous avez votre combo, vous avez les meilleures turlutes qui existent sur le marché, pour moi en tout cas. Vous avez des casques pour les armer, pour pêcher selon les spots, la profondeur et la vitesse à laquelle vous voulez pêcher. Plus on va mettre lourd, plus on va pêcher vite pour essayer de déclencher, plus on va mettre léger et plus on va pêcher lentement, forcément. Donc vous avez tout ça, vous êtes équipé, vous avez votre spot également. Et maintenant, il y a un autre critère encore. C'est vrai que pour le calamar, ça fait beaucoup de critères pour pêcher. Ce sont les conditions météorologiques, que ce soit au niveau de l'eau et que ce soit au niveau du ciel. En général, je dis bien en général, ça m'arrive d'en faire même quand il y a du soleil, mais une couverture nuageuse, c'est très bon pour le calamar. En général, je dis bien en général également aussi, une eau claire à relativement claire, c'est très bon en général aussi pour le calamar. Un autre facteur qui est important, c'est pas de vent. Soit sinon un petit vent de face ou un petit vent de dos, pour vous contrôler un maximum votre bannière qui va descendre dans l'eau. Donc très important aussi ce facteur là. Autre facteur important, pas trop de houle, une mer assez calme de préférence. Et dernier petit facteur que j'ai remarqué aussi, lorsque vous avez une journée où vous avez une forte pluie, toute l'eau douce qui est ramenée via les ruisseaux à la mer, j'ai l'impression que ça fait que les calamars mordent moins. Est-ce que ceux qui sont spécialisés dans cette pêche, vous avez remarqué ça aussi? Souvent, ciel gris, la pluie, ah il arrête de pleuvoir, je vais aller pêcher le calamar. Bah ça donne pas. C'est bizarre à dire, mais j'ai remarqué ça. Est-ce que c'est moi qui suis un peu superstitieux là-dessus? Mais c'est un facteur que j'ai remarqué. Donc peut-être ceux qui sont vraiment spécialisés de cette pêche, vous pouvez mettre un petit commentaire si c'est vrai ou pas. Et j'épinglerai votre commentaire pour le faire bénéficier à toute la communauté. Donc voilà les amis, vous savez à peu près tout de comment je fais pour pêcher le calamar du bord. Soit cette vidéo s'arrête tout de suite, ou soit je vais vous mettre quelques calamars en pêche. Donc j'espère vraiment que ces petits conseils vous ont plu. Et si c'est le cas, vous savez comment le manifester. Je range tout le bazar, je file vite à la maison. On dirait pas, mais je vous jure, je suis frigorifié, vraiment. Et puis n'oubliez pas, l'intro de la vidéo, moins 20% sur le site kinglighting.fr avec le code LABARACABAR20 que je vous mets là ou là. En animant plus rapidement, je l'ai déclenché lui.
Allez, je te remets à l'eau, toi. Je te montre aux abonnés vite fait. Je sais pas pourquoi ça tombe sur toi. C'est un peu le hasard, hein. Parfois ça tombera sur toi, parfois ça tombera sur un de tes congénères. Regardez la beauté. Il est magnifique. Belle taille, la taille. Ouais, taille comme il faut. Mais taille comme il faut, mais être raisonnable dans son prélèvement. Peu importe l'espèce. Même une espèce qui est bien en stock. Faut être raisonnable, les amis. La remise à l'eau. Il a pas demandé son reste, il m'a même pas remercié. Alors qu'il aurait pu finir au fait tout. Fait tout. Et pour que cette vidéo soit archi complète, sauf la recette. Moi, ma partie boulot, elle s'arrête ici. Je pêche, je nettoie. Et à l'arrivée à la maison, il me reste quelques travaux, mais je vous en parle après. Je vais vous montrer comment je vide un calamar très facilement. C'est bien mieux que la margate là-dessus, parce qu'il y a beaucoup moins d'encre si on s'y prend bien. Donc le premier truc à faire, c'est que je rentre mes doigts sur le haut, au niveau de la plume, et vous avez comme des interstices, et ce qui bloque, ce qui tient le calamar en fait à tout ce qui est à l'extérieur. Donc je vais les arracher avec mes doigts, je vais le plus loin possible. Vous allez vraiment le plus loin possible, comme ça vous allez voir ce qui va se passer après. Hop, hop, ah, c'est bon. Comme ça tout va venir très facilement, regardez. Hop, d'un seul coup. Et voilà. Là, tout est venu, tout l'intérieur du calamar. Donc les tentacules, soit vous les gardez pour la pêche, ou si vous n'avez pas beaucoup de calamar, ça se mange. Vous coupez un petit bout. On enlève le bec qui est juste ici. Hop là. Ici, je rentre mes doigts juste avant les yeux, mon pouce. Je tire sur tout le reste. La poche d'encre est pas percée. Ça fait tout ça. La poche d'encre, elle est ici là. Ce qui est bien brillant là. Ça, c'est la poche d'encre. L'estomac là, avec plein de poissons écrasés. On balance ça pour les goélands. La tête, on la garde, soit pour la pêche, je vous l'ai dit, soit pour les manger, hein, tout simplement. Donc ici, c'est intéressant. Là, on a, moi, ce que j'appelle les ailes, ce qui leur permet un peu de voler, quoi. Ça là. Je vais pincer très fort. Hop, jusqu'à, voilà. J'ai traversé avec mon pouce, vous voyez. J'ai traversé avec mon pouce, donc je le tiens comme ça. Et je vais aller vers le haut du calamar, vers la pointe du calamar, vers l'arrière. Et en fait, je vais comme si j'allais retourner le flanc, la peau là, la chair. Et en haut, je vais casser à nouveau ce qui tient la liaison entre la chair et la peau. Je vais bien pincer ici très fort, la chair, vraiment très fort. Hop, surtout que ça glisse quand on est comme ça en bord de mer. À la maison avec du sopalin, c'est un peu plus simple, mais on peut tout salir. Donc moi, je préfère faire au bord de mer. Puis en général, quand je mange quelque chose, j'aime bien le rincer à l'eau de mer plutôt que le rincer à l'eau douce. Et après, en fait, la peau, tout va descendre tout seul. Vous allez voir, regarde. Il y a un petit nettoyage à la maison, mais vraiment tout petit, tout petit. Regardez, tout descend tout seul. Tout descend tout seul, tout descend tout seul. Ça descend, ça descend, ça descend. Ça descend encore. Ça glisse pas mal, mais ça descend. Ça descend. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Je suis quasiment arrivé au bout. J'enlève les ailes. Calamar ou congre, ils se régaleront. Encore une petite étape. J'aurais dû le sortir avant, je n'y ai pas pensé. Oh là là, mes poches, ça va être un capharnaüm. Hop, 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 hop. On prend le couteau ou des ciseaux, ce que vous voulez. J'ai froid, c'est un truc de fou, les amis. J'espère qu'un maximum de pouces, je le mérite, non? Ici, je vais couper, pas où il y a la plume, mais de l'autre côté pour que ça me fasse un beau steak, vous allez voir. Hop, hop, hop. Voilà. Là, il y a encore quelques petits trucs à enlever. Il y a la plume d'ailleurs, c'est très beau. On dirait du plastique. La fois, il y a mon fils qui en a emmené une à l'école. C'est vraiment très beau.
Et ça c'est la plume, elle est cassée mais c'est vraiment magnifique. Là il y a encore un petit peu de peau, enfin pas de peau comme de chair, etc. Vous pouvez enlever soit ici au bord de l'eau, si vous prenez le temps et si vous n'avez pas trop froid. Moi sincèrement je caille déjà bien. Et voilà, ça me fait un magnifique steak de calamar. Arrivé à la maison, je finis le nettoyage et après je coupe en petits dés, en général de la même taille, tous pour que ça soit homogène. Si vous avez des gros calamars, le steak va être beaucoup plus épais. Et si dans votre pêche vous avez des gros et des petits calamars, pensez sur les petits à faire des plus longs steaks pour qu'il y ait à peu près le même poids, approximativement, pour que la cuisson soit homogène et que vous ayez des petits bouts d'excellence à chaque fois. Enfin des petits bouts, des moyens bouts d'excellence, parce que c'est vraiment très bon. Donc ça me fait un beau steak. Les tentacules, je les ramène à la maison aussi. Et voilà les amis. Bon, je pense que la vidéo là cette fois elle est terminée. Si elle vous a plu, vous savez comment le manifester. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.